Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et on se retrouve aujourd'hui pour un club Mounegou, moitié actu, moitié historique, puisqu'on va parler de l'Euro. L'Euro 2020, bien sûr, qui va commencer demain, puisque demain c'est le match d'ouverture, fameux Turquie-Italie. Et un petit peu d'histoire aussi, puisqu'on va en profiter pour revenir sur l'histoire en fait, des joueurs de l'AS Monaco à l'Euro. On verra qu'il y a des petites choses intéressantes à dire. Hein. Il y a quelques vainqueurs, il y a quelques buteurs en finale. Certains vous en souvenez, certains peut-être vous allez les redécouvrir. Et si vous vous demandez pourquoi c'est moi qui anime ce soir, c'est parce que j'étais le seul qui avait envie de préparer cette émission. Mais j'ai quand même deux collègues avec moi ce soir. Ouais, c'était mon idée. J'ai dû la mener. Moi, j'aime bien l'étude de lancer les idées pour que les autres bossent, mais ça n'a pas marché. Vous l'avez vu, hein, ils ont déjà commencé à s'introduire eux-mêmes, sans mauvais jeu de mots. Il y a deux garçons avec moi qui ont une excitation un petit peu différente à l'approche de cette compétition, de ce que j'ai pu comprendre. Damien, Rome, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai Damien, je te sens à moitié motivé par cet Euro 2020 qui se présente. Ah, j'en ai strictement rien à foutre. Et quoi, c'est le Covid, c'est les équipes nationales C'est les équipes nationales, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça en fait, depuis pas mal de temps maintenant. Toi, Rome, par contre, gros rendez-vous quand même de la saison estivale pour l'équipe de France. Bah ouais, moi je mets quasiment sur un pied d'égalité mon club et mon équipe nationale, donc oui. Pour moi, l'Euro a une importance capitale. En plus, on est champion du monde en titre, donc énormément d'attentes. En plus de ça, on a la chance d'avoir un petit monégasque, même si on y reviendra en toute fin d'émission parce que c'est le dernier point. Est-ce qu'on aura vraiment l'occasion de beaucoup le voir? Ça, on verra. Ouais. Il a touché les équipements, et n'est-ce pas, comme le disait un autre ancien monégasque, finalement le plus important, on verra bien. Mais comme tu l'as dit, avant de parler un petit peu de l'Euro 2020, de voir si Wissam Ben Yedder va le gagner, si Alexander Golovin, on va réussir à le refourguer à une équipe anglaise grâce à sa bonne prestation. On va revenir un petit peu sur l'historique. L'Euro qui a été créé en 1960, qui est quand même beaucoup plus jeune que la Coupe du Monde. Et Rome, pendant 20 ans, malheureusement, l'Euro qui va rester un petit peu fermé aux joueurs de l'AS Monaco, puisqu'on va avoir aucun représentant, je dis bien aucun représentant sur ces tout premiers tournois, du coup sur cette vingtaine de premières années. Ouais, après, la France, il faut le rappeler, ne se qualifie pas entre 64 et 80 à cet Euro. Monaco était quand même essentiellement composé de joueurs français, il y avait quelques étrangers, mais pour le coup, en plus, les meilleurs étaient plus des Sud-Américains, comme en fin des années 70 avec du Delionis ou du Nogues, etc. Par contre, en 1960, la France fait l'Euro, Monaco vient quand même de remporter son premier trophée, l'équipe est en train de plutôt se révéler dans le championnat de France. 2 ans auparavant, lors de la Coupe du Monde 58, on avait un représentant, on avait Raymond Kelbel qui avait été sélectionné. Malheureusement pour lui, ça ne sera pas le cas en 1960, et c'est vrai que on a fait déjà 4 ou 5 murs des légendes, je crois, sur cette période-là, et c'est vrai que des joueurs comme Kossou, comme Biancheri, comme Hidalgo, peut-être aussi un peu plus, ont eu quelques sélections, mais ça n'a pas été en tout cas en compétition officielle, et en tout cas pour l'Euro. Donc voilà, pas de monégasque pendant cette longue période. Et ensuite, pour les périodes de 64 à 80, c'est des Euros aussi, il faut le rappeler, où il n'y avait que 4 équipes, jusqu'à celui de 76. En tout cas, considéré Euro, c'était vraiment que la phase finale à 4. Forcément, ça limite énormément le nombre de joueurs tout simplement qui y participent. Monaco, comme je l'ai dit, était quand même essentiellement constitué de Français. Et en plus,
on en a aussi parlé longuement sur le mur des légendes. On va dire que entre je vais être un peu sévère, mais non, allez, pendant une petite quinzaine d'années, le club ne tourne pas très bien. Il y a 3 descentes en Ligue 2, donc a priori, on peut aussi penser qu'on n'avait pas de grands joueurs, et l'équipe de France ne se qualifiait pas non plus. Donc oui, une histoire d'amour, ou plutôt une histoire, vu que j'ai oublié de mettre le S dans mon visuel, une histoire d'amour qui a mis du temps à démarrer entre notre club et cette compétition. T'as pas parlé de Christian d'Alger quand même. Ouais, c'est vrai que Monaco Monaco, l'équipe de France qui va quand même participer aux mondiaux en 66 et en 78 notamment, mais qui rate quasiment, qui rate tout le reste, que ce soit Euro ou Coupe du Monde au milieu. Et du coup, Damien, la France, quand elle n'arrive plus à se qualifier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais organiser, comme ça au moins je serai qualifié d'office. Et c'est ce qu'on a fait en 98, c'est ce qu'on a déjà fait en 1984. Puisque la France ramène la coupe à la maison, déjà en tant qu'organisateur, et avec un Monaco, cette fois, qui est redevenu une équipe très compétitive et qui va envoyer quelques garçons dans le lot. Monaco, comme tu disais, est redevenu un beau club français depuis cette saison 78. Et en 84, on est vice-champion de France et on est également finaliste de la coupe. Alors finaliste malheureux puisqu'on la perd face à Metz, mais on la gagnera la saison suivante. Mais effectivement, il y a toute une génération qui depuis est montée à cette fin des vraiment début des années 80. Et je pense une des têtes d'affiche de cette génération-là, à l'AS Monaco, c'est évidemment Manuel Amoros, latéral de formation, en tout cas même presque polyvalent, on pourrait dire. Mais voilà, c'est vraiment le joueur certainement le plus talentueux de cette escouade monégasque. Et alors, il a pour le coup le parcours le plus étrange finalement dans cet Euro. On le rappelle, Manuel Amoros fait son apparition dans les années 80 avec l'équipe de France. Il va disputer la Coupe du Monde en 82. Et en 84, il est déjà devenu un titulaire indiscutable de cette équipe. Et pourtant, il va être expulsé. Expulsé au premier match pour un très mauvais geste, un geste d'humeur, véritablement. Il n'y avait rien. Mais, et du coup, comme à l'époque, il y avait 3 ou 4 matchs. C'était passé à 8 équipes en 80, mais ça restait une compétition forcément. Ça fait 5 matchs jusqu'à gagner. Et donc il en prend 3 et en fait il est de nouveau sélectionnable pour la finale. Donc la France qui atteindra du coup la finale et qui jouera cette finale face à l'Espagne, dont on se rappelle. Finale gagnée 2-0, notamment pour ce très célèbre but de Michel Platini sur coup franc avec la fameuse Arconada, donc le gardien espagnol Luis Arconada qui laisse passer le ballon sous son ventre et l'Espagne qui encaisse donc le premier but. Mais on a un autre monégasque à ce moment-là qui se distingue, c'est Bruno Bellone. Sur cet Euro, il fait 2 entrées en demi et en finale. Et à la 90e minute, il y a cette magnifique chevauchée qui vient crucifier l'Espagne, donc avec un but donc de Lucky Luke, comme on le surnommait à l'époque. D'ailleurs, dans le documentaire, Platini disait que voilà, on lui parlait évidemment que de ce but face à ce but avec Arconada, l'erreur d'Arconada. Et moi, le but que j'aurais aimé marquer, c'était celui de Bellone, justement. Voilà. Bon, c'est Bellone qui l'a marqué. De Bruno Bellone. Ouais. Palmarès de Bruno Bellone, il est pas dégueulasse son palmarès, soit dit en passant. Mais voilà, effectivement. Et Amoros, pour le coup, pour revenir à lui, revient. Histoire assez rigolote, mais on en avait parlé dans le mur des légendes qu'on lui avait consacré. Également dans l'entretien réalisé par SM Foot qu'on a sur notre chaîne, que vous pouvez aller écouter. Mais il rejoue uniquement sur la finale. Et c'est Patrick Battiston qui va simuler une blessure pour lui permettre de rentrer et participer. Comme 2 ans plus tôt, Patrick Battiston simule une blessure. C'est pas bien. Il y avait quand même 3 autres joueurs qui accompagnaient Bellone et Amoros. C'était Daniel Bravo. Daniel Bravo qui n'a que 21 ans à cette époque-là, mais qui a déjà qui était un peu le crack aussi de l'époque, on peut le dire, puisque un joueur très très jeune, mais en qui on a de hautes espérances. Alors il ne fait qu'une seule entrée, c'est pour la 3e journée face à la Yougoslavie. On a également Bernard Genghini, qui lui était plutôt un titulaire, mais qui a été remplacé par Luis Fernandez dans ce qu'on appelait le carré magique.
Et il est sur une très très solide première saison avec l'AS Monaco, puisqu'il marque 24 buts en 48 matchs. Et il va disputer quand même 2 matchs dans cet Euro. La deuxième journée face à la Belgique, où il est titulaire, et enfin en finale, où il va rentrer au cours du jeu. Et enfin, on a le stopper Yvon Leroux, qui est titulaire sur 3 matchs, donc sur la première journée face à la Belgique, en demi-finale face au Portugal, et donc cette finale face à l'Espagne, où il est donc en charnière centrale associé à Maxime Bossis, qui va être pendant un temps justement le recordman de sélection, que Manu Amoros va finir par détrôner. Mais sur cette finale, pour Yvon Leroux, c'est le seul point noir, on va dire, de cette finale, c'est qu'il est expulsé. Comme un Marcel Desailly en 98, est expulsé à la 85e minute pour un deuxième carton jaune. Ouais, pour finir, il y a du coup 5 monégasques. C'est pas forcément les 5, on l'a dit, hein, c'est pas les 5, on l'a vu avec mon tour d'horizon, c'est pas les 5 plus gros joueurs de l'équipe finalement. C'est beaucoup des remplaçants. Amoros qui perd sa place au profit d'un. Ouais, voilà, ça aurait dû être Amoros qui perd sa place au profit d'un Jean-François Domergue qui est double buteur en demi-finale, qui nous fait un peu une Lilian Thuram, qui du coup va garder sa place. Il y a un absent qu'on peut noter, c'est le malheureux de 1982, Rome. On en a déjà parlé aussi hein, dans le mur des légendes qui était consacré, mais on ne revoit plus, on ne reverra plus Jean-Luc Ettori en équipe de France, malheureusement. Ouais, on en avait parlé, il va payer à juste titre ou pas, certainement un peu trop sévèrement son match, et en tout cas sa séance de tir au but. Il est beaucoup pointé du doigt, il n'est pas appelé. Après, il faut rappeler qu'en 82, il se retrouve aussi parachuté au poste, hein, parce que c'est une hécatombe, et du coup on met Ettori, parce que c'est quand même le gardien de l'équipe qui vient d'être championne de France. Donc c'est pas insensé, mais il n'était pas du tout parti pour être titulaire en 82. Et en 84, il y a Joël Batz, et Joël Batz, c'est quand même un gardien d'une toute autre stature que Jean-Luc Ettori. Donc il aurait certainement mérité d'y être dans le groupe, mais voilà, il paye 82. Malgré tout, ça nous en fait quand même 5. Et c'est vrai, moins important, et on y reviendra dans pas longtemps, que ceux de 2000, mais tout de même avec un. C'est le plus gros contingent avec les Bordelais qui sont aussi 5, qui sont ceux qui nous ont battus dans le sprint final pour le titre de Ligue 1. Donc voilà, c'est les 2 équipes les plus représentées. Tigana, Giresse, Battiston. Je l'ai. Giresse, Lacombe, Thierry Tussaud, c'est Tussaud. Jean Tigana, et Patrick Battiston. Donc, on en avait 3, on avait les 3 majeurs, quoi, mais oui. Ouais, voilà, des joueurs peut-être un peu plus installés pour le coup dans cette équipe, notamment Giresse et Tigana, et puis même Battiston qui est le titulaire arrière droit de cette équipe. Donc le premier grand titre de l'histoire de l'équipe de France. Et puis Damien, une habitude aussi qui va être prise, c'est qu'en équipe de France, quand l'équipe de France gagne une finale, il y a toujours un joueur formé à AS Monaco qui marque le dernier but notamment. C'est arrivé, on va revenir dessus un peu plus tard sur un autre Euro, c'est arrivé aussi 2 fois en Coupe du Monde, hein, avec Manu Petit et Kylian Mbappé. Absolument, on parlera de 2000 et de ce très très célèbre but, mais effectivement, là on en parlait avec Bruno Bellone, mais c'est arrivé à chaque fois, donc on verra si il y en a qu'un cette année, si je me trompe pas, c'est Kylian. Ouais, après, est-ce que ça peut être un monégasque ou un joueur formé à l'AS Monaco? Qui sait? En tout cas, en Coupe du Monde, c'est un joueur formé. À l'Euro, c'est un joueur formé et qui est encore à l'AS Monaco. Donc. Après, Boris, on peut ajouter qu'on a eu un joueur qui lui arrivera juste après l'Euro, qui va participer à cet Euro-là, Stojkovic, Nenad de son prénom, et qui remplacera du coup Yvon Leroux la saison d'après monégasque. Qui va vraiment lui prendre sa place, parce que Leroux est encore dans l'effectif l'année d'après, mais se fait complètement dépassé par ce fameux Stojkovic là, qui joue cet Euro avec la Yougoslavie, ou qui sort au premier tour, qui prend quand même un triplé de Platini, notamment c'est pas le seul à avoir pris un triplé de Platini, qui était quand même dans un état de grâce certain. Du coup, la France qui gagne cet Euro 84, qui va encore prolonger un petit peu son histoire sur une Coupe du Monde avec une nouvelle demi-finale, mais qui par contre va rentrer à nouveau dans une période un petit peu plus sombre pendant quelques années. Et du coup,
les présences des Monégasques à l'Euro vont être continues à partir de là. Hein. Il ne va plus y avoir vraiment de moments ratés, même quand Monaco sera en Ligue 2. On va y venir un petit peu après. Monaco en 1988, puisque c'est l'Euro suivant, Monaco à nouveau sort d'une très grosse saison, Damien, puisque Monaco est tout simplement champion de France. Ouais, pour la première saison de Wenger. Exactement. Il n'y a pas la France à l'Euro, donc évidemment, des Manuel Amoros, des Jean-Luc Ettori à nouveau, ou d'autres joueurs français, Baptiston, ne sont pas de ce coup-là. Par contre, il va y avoir 2 représentants de l'AS Monaco à cet Euro. C'est tout simplement le duo magique anglais de l'AS Monaco. Ouais, c'était ce duo qui, en tout cas, ce génie et un joueur qui faisait bien la paire avec lui, Marc Catley. Mais voilà, ces 2 joueurs-là, donc les 2 Anglais qui se retrouvent en Angleterre, enfin avec la sélection anglaise plutôt, sur cette compétition, mais très clairement c'est une compétition catastrophique pour l'Angleterre, puisqu'ils sont battus sur leurs 3 matchs, donc c'est l'Irlande, les Pays-Bas qui remporteront la compétition et l'URSS qui ira en finale. Donc décidément les Anglais n'étaient pas du tout prêts pour cette compétition. Si on rentre dans le détail un petit peu, il y a Marc Catley qui a 3 entrées en jeu, donc il fait pas partie des titulaires de l'époque, et un peu plus surprenant, Glenn Hoddle n'est pas titulaire à tous les matchs. Alors est-ce que sur le premier match il était peut-être un petit peu blessé, ou en tout cas peut-être un peu diminué, il n'est pas rentré tout de suite, et on peut en tout cas noter que c'est sa dernière sélection en équipe nationale, le 3e match, puisqu'il va donc être assez vite gêné par des grosses blessures. Là encore, ça me permet de vous renvoyer à chaque fois vers les émissions des Murs des légendes, mais voilà, c'est vrai que Glenn Hoddle, la saison suivante, ça reste une très bonne saison, mais on sent aussi un déclin arriver de son côté. Ouais, du coup, on va passer tout de suite à l'édition suivante, 92. On avance un petit peu dans le temps. Cette fois, Monaco a encore une bonne saison. Rome, Monaco est vice-champion de France et finaliste de la Coupe des Coupes. Malheureusement, finale perdue. Cette fois, la France est qualifiée pour l'Euro. C'est la France de Michel Platini, mais cette fois Michel Platini sur le banc. Par contre, l'AS Monaco qui est pas très bien représenté dans cette équipe de France. Non, mais parce qu'en même temps, on a dans nos joueurs français, on a soit des très très jeunes à Monaco, et d'ailleurs il y en a un qui va être appelé, c'est Manu Petit, mais il va très peu participer à cet Euro. Après, je vais penser à un Lilian Thuram, Djorkaeff également, mais ils n'étaient pas encore les joueurs qui vont le devenir quelques temps après. Et après, sinon, on tape dans du plus vieux, parce que on peut encore penser à Ettori, même si on savait très bien que c'était terminé depuis bien longtemps pour lui. Mais d'autres joueurs avaient été internationaux, comme Marcel Dib, comme Luc Sonor. Voilà, aucun ne fait partie de la sélection française. Et la France qui va faire un parcours raté. La fameuse France de Platini qui avait gagné tous ses matchs de qualification. La France qui va sortir d'une poule piteusement où il y avait la Suède, l'Angleterre, et où il y avait aussi Rome, l'équipe surprise de cet Euro. À 10 jours de l'Euro, ils sont même pas qualifiés. Rome, c'est le Danemark, qui a aussi un représentant monégasque. Ouais, énorme surprise, hein, le Danemark, on s'en rappelle tous, en tout cas, même si on ne l'a pas vécu, mais c'est marquant de voir Danemark titré en 92, et oui, en effet, on a John Sivbæk, si je le prononce bien, je ne suis pas convaincu. Ouais. On va pas avoir beaucoup de Danois. Et qui lui par contre va jouer tous les matchs de cet Euro avec le Danemark, titulaire indiscutable, et qui par contre ne va pas trop s'imposer à Monaco parce qu'il ne va passer qu'une seule saison au club. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'a pas du tout marqué le club, marqué l'AS Monaco, mais c'est vrai qu'il fait partie des joueurs qui ont été champions d'Europe sous la tunique monégasque, et surtout en étant non français. Mais effectivement, Sivbæk qui en plus là est un peu est aussi du coup condamné par le nombre d'étrangers limités en fait, et souvent c'est avec James Deba, c'est le beau-frère, le cousin qui était le neveu, je sais plus quoi, de George Weah. Voilà, donc il a fait un peu les frais de ça aussi. Alors il va jouer quand même avec Monaco, il joue quand même 25 matchs cette saison-là, mais c'est vrai que la plupart du temps il finit en tribune parce que il y a des limites.
sur le quota d'étrangers et Steve Beck est souvent la victime des choix de Wenger à ce niveau-là. Voilà, mais écoute, il n'a pas perdu sa saison, il gagne l'Euro puisque la Yougoslavie est disqualifiée à quelques jours de l'Euro à cause de la guerre qui sévit dans le pays. On rapatrie le Danemark en urgence pour les remplacer. Il y a même cette fameuse anecdote de Michael Laudrup qui ne va pas à l'Euro parce qu'il est en vacances et il croit pas tellement que la Danemark peut faire un bon truc. Donc, quand même, il a raté un petit truc là, le père Michael Laudrup. Il y aura son frère Brian, il y aura Peter Schmeichel et il y aura John Sivbeck. Et le Danemark qui en finale bat l'Allemagne d'un certain Jürgen Klinsmann, qui lui n'est pas à l'AS Monaco cette saison, mais qui va les rejoindre à l'intersaison. Je pense pas qu'on a eu particulièrement besoin de le repérer, Damien, pendant l'Euro. Hein. C'était un joueur de classe mondiale reconnu, champion du monde en 90, mais qui, c'est aussi pour montrer, il y a une très grosse signature cet été-là à l'AS Monaco. Il y a une vedette finaliste de l'Euro qui arrive. 96, on y arrive justement. Rome, c'est peut-être le premier que toi tu as vraiment suivi en tant que suiveur, que supporter. 94, ouais. J'ai Coupe beaucoup, du Monde 94. J'ai beaucoup de souvenirs de la Coupe du Monde, mais pour le coup, la France n'y était pas. Donc. Ouais. À nouveau, 96, une bonne saison de l'AS Monaco, qui est 3e de première division. C'est la première année de Jean Tigana. À nouveau, une France qualifiée. Cette fois, il y a un peu plus de monégasques, mais c'est pas non plus les cadors de l'équipe, on va dire. C'est pas les joueurs phares. Hein. Non, il y en a 4. Il y a Fabien Barthez qui commence à arriver déjà depuis un petit peu de temps, mais il est barré par Bernard Lama. Il y a Eric Dimeco qui lui est plutôt sur la fin. C'est avant qu'il se blesse gravement, mais il avait déjà eu des problèmes au genou. Il part titulaire, mais il en parle souvent de ça, que tu peux aussi perdre ta place pendant une grande compétition, parce que lui, ça lui est arrivé. C'est Lizarazu qui prendra sa place et qui ne la lâchera quasiment pas pendant un peu plus de 10 ans, puisque Lizarazu doit arrêter en 2004 après l'Euro catastrophique. Ouais. Après l'Euro catastrophique. Il y avait Michael Madar, grand attaquant des années 90, qui ne va pas disputer, lui, une seule minute. Et Lilian Thuram, qui commençait à devenir un vrai monstre, mais l'équipe de France, c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que même quand il s'est imposé dans un premier temps, ça a été très longtemps au poste de latéral droit, parce qu'en défense centrale, c'était quand même un peu plus compliqué, même s'il aurait potentiellement eu sa place. Mais c'était plus facile de le mettre à droite. Mais à l'époque, il y avait encore Angloma, qui était encore un joueur plus que correct, champion d'Europe 3 ans avant avec l'Olympique de Marseille, qui n'était pas si vieux que ça, Angloma non plus. Et il finira par lui prendre sa place. Ouais, Lilian Thuram, on va dire qu'explose vraiment à ce moment-là, voilà, qui vraiment s'affirme comme un titulaire sur cet Euro, qui va quitter Monaco pour Parme à la fin de l'Euro, et c'est vraiment après la Coupe du Monde 98 où ça va devenir un des joueurs phares de cette équipe. La France qui va quand même en demi-finale, qui est éliminée par la République tchèque au tir au but. Hein. On passe de bonjour à Reynald Pedros, évidemment, qui pose sûrement là aussi une première base de ce titre de 98, de ce titre de champion du monde avec une équipe qui pour beaucoup reprendra en grande partie la base de celle de 96. 96 où on ne retrouve pas notamment Enzo Schifo, dont on a parlé dans le dernier Numéro des légendes, pour la simple et bonne raison que la Belgique n'est pas qualifiée à cette compétition. Par contre, Damien, il y a un joueur qui va être, là encore, peut-être repéré par l'AS Monaco, qui n'est pas encore sous contrat, mais qui va vite le devenir. C'est ton chouchou, c'est John Collins, qui participe à l'Euro avec l'Écosse. Petit clin d'œil, parce que l'Écosse retrouve l'Euro cette année en 2020. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas disputé une grande compétition internationale, depuis qu'il n'y avait plus de John Collins, en fait. Ouais, et puis voilà, c'est vrai que du coup, j'ai trouvé ça justement un petit peu plus tôt dans la soirée. En fait, Tigana l'a contacté, enfin était en contact avec lui justement après l'avoir vu avec sa sélection nationale. Donc c'est un peu, si Collins arrive à Monaco, c'est aussi grâce à Jean Tigana qui a fait le nécessaire pour convaincre le joueur écossais de rejoindre l'ASM. Et John Collins va jouer tous les matchs de l'Écosse. Alors l'Écosse petite nation quand même, ne va pas faire des miracles, mais ils auront quand même gagné un match, ils feront un match nul et ils auront également une défaite. Et surtout, Collins va jouer absolument toutes les minutes de son équipe. Donc un joueur
qu'on sait, hein, avec Monaco, c'était un peu pareil. Joueur très fiable, joueur infatigable au milieu de terrain et donc voilà, quelqu'un qui était véritablement dans la colonne vertébrale de sa sélection. Et du coup, on va poursuivre, on va aller sur 2000. Et cette fois, Rome, les planètes s'alignent complètement, puisque Monaco est champion de France et la France remporte l'Euro. Vraiment pour les supporters, année bénie. Et cette fois, tu le disais tout à l'heure, hein, on n'a que deux joueurs dans le groupe, entre guillemets. Par contre, c'est des joueurs clés, notamment cette fois, il s'est imposé, c'est Fabien Barthez. Ah bah Barthez, oui, et considéré pour beaucoup comme le meilleur gardien du monde lors de cette période 98-2000. C'est la période où il est chez nous. Il est évidemment titulaire indiscutable de cette équipe de France au but. Il fait un Euro absolument extraordinaire, peut-être encore même supérieur à sa Coupe du Monde 98, mais c'est lié aussi au fait que l'équipe de France a quand même un jeu beaucoup plus offensif, beaucoup plus léché, donc concède également un petit peu plus d'occasions. C'est le deuxième, évidemment. Alors pour le coup, il n'est pas titulaire, il joue peu de minutes. Il va jouer le dernier match de poule, défaite, si ma mémoire est bonne, hein, contre les Pays-Bas. Ouais, contre les Pays-Bas. 3-2, dans un match assez Il marque. offensif, mais dans un match qui ne servait pas à grand-chose. Par contre, il a cette rentrée évidemment en finale et puis ce but en or. Le but est splendide, c'est un de ses plus beaux et en plus important en équipe de France. Donc oui, là forcément Monaco, on est sur le devant de la scène grâce à l'équipe de France. Après, on peut quand même noter qu'on sortait quand même d'une saison de très haut niveau vu qu'on avait été champion de France. Et on aurait peut-être pu espérer avoir d'autres représentants français. On pense à un Djouli, à un Lamouchi qui avait été proche de faire 98. Willy Sagnol qui arrivera peu de temps après. Après Christian Vadj et tout, potentiellement aussi. Mais on a quand même d'autres représentants. On a Costinha, d'Acosta, selon la période dans laquelle on parle de lui. Au Portugal, c'était souvent Costinha. Qui lui va beaucoup jouer avec le Portugal, dont les 120 minutes face à la France en demi-finale. Et il y avait également John Arne Riise, qui lui par contre ne va pas jouer une seule minute avec la Norvège, et Philippe Léonard avec la Belgique, qui va jouer que la première rencontre et brouille avec son sélectionneur, va sortir du 11 de départ. Mais donc voilà, ça fait quand même un certain nombre de représentants, et des représentants qui comptent, ou en tout cas pour les deux Français et pour le Portugais. Donc c'est pour ça que c'était un peu l'idée, pas de lancer un débat, mais est-ce qu'au final pour Monaco, cet Euro-là, l'Euro 2000, j'ai écrit l'apothéose dans le visuel, est-ce qu'on peut le mettre au-dessus de 84 ou 84, il y a un petit peu plus de joueurs sélectionnés. Ils n'ont peut-être pas tout à fait la même importance, certainement aussi dû à cause de ce rouge de Manu Amoros. Hein. Mais du coup, est-ce que 2000 n'est pas encore plus prégnant, sans oublier les Thierry Henry, les Djorkaeff, qui étaient, eux, passés au club. Manu Petit. Manu Petit, non, évidemment. Oui, voilà. Et puis il y avait une continuité avec la Coupe du Monde 98 aussi. Thierry Henry, qui est un des tout meilleurs joueurs en plus de cet Euro. Hein, c'est aussi pour ça que Trezeguet finalement est remplaçant, c'est qu'il y a un Thierry Henry qui a pris une dimension exceptionnelle en équipe de France. Il y a du Gary en pointe. Je ne sais pas si c'est pas du Henry qui joue plutôt en pointe et du Gary un peu côté à cette époque-là. Honnêtement, je me souviens pas dans le détail, mais il me semble que c'est plutôt ça. On joue beaucoup sur la vitesse d'Henry à l'époque. Mais c'est vrai que Trezeguet, on le rappelle, c'est lui aussi qui avait qualifié la France pour cet Euro, hein, avec ce fameux but contre l'Islande. La France championne du monde qui avait un petit peu galéré dans la phase de qualif. Donc, Trezeguet vraiment dans le rôle de l'impact player, et Barthez, il est peut-être pas le meilleur gardien du tournoi parce qu'il y a Toldo avec l'Italie qui fait un tournoi exceptionnel, notamment sur les tirs au but. Voilà. Il lui manque 2 minutes à Toldo parce que le but qu'il prend par Wiltord, c'est une honte pour un gardien de c'est vrai qu'il y a un côté un peu Benjamin Lecomte. Il peut la sortir du pied. Hein. Il peut la sortir du pied. C'était avant ou après qu'il se fasse éclater le nez aussi par Trezeguet? Je sais pas. Non, pas cette... Trezeguet, c'est en prolongation, je crois. C'est en prolongation qu'il lui éclate le nez? C'est juste avant qu'on marque, en fait. C'est quand on commence vraiment à pousser fort. Et la France qui bat l'Italie d'un certain Marco Simone, Damien, qui n'est pas à l'Euro. On le sait, Marco Simone,
n'a pas eu de grosse carrière internationale, trop de concurrence, trop de concurrence déjà en club. À l'époque, il a dû s'exiler vraiment de la Serie A pour trouver sa plénitude en Ligue 1. Trop de concurrence en équipe d'Italie. On ne s'attendait pas à le retrouver malgré une saison exceptionnelle avec l'AS Monaco. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'image aujourd'hui d'un Kevin Volland qui réalise une très belle saison, une saison complète, c'est vrai qu'il aurait pu mériter une place dans la squadra à ce moment-là. Pas forcément du coup en tant que titulaire, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des joueurs devant qui étaient quand même des sacrés clients. Del Vecchio, est-ce que c'était vraiment plus fort que Simone? Ouais, c'est vrai qu'il y a Del Vecchio et Montella à 7 €. Donc... Montella, c'était quand même un sacré bon joueur après. Del Piero est remplaçant en finale. Donc, il y a Totti, je pense que ça doit être Totti et Del Vecchio. Mais c'est vrai que voilà, il aurait pu en tout cas mériter de faire partie du contingent. Maintenant, c'est pareil que comme pour l'équipe de France et les joueurs qu'on a cités qui se sont retrouvés sur la touche, les Lamouchi, les Giuly, c'est des joueurs qui étaient un peu aux portes de la sélection et qui n'ont pas acquis, voilà, par rapport aux gens déjà en place, il manquait peut-être un petit truc pour pouvoir vraiment y aller. Donc en soi, elle est dommageable, mais elle n'est pas non plus scandaleuse, cette non-sélection. Du coup, on poursuit. Ce qu'on a vu aussi avec cet Euro 2000, c'est qu'on commence à avoir pas mal de sélectionnés dans pas mal de pays différents. On a des joueurs de peut-être plus petites sélections, des joueurs peut-être moins marquants aussi, et ça va se retrouver de plus en plus. 2004, nouvelle année assez marquante pour l'AS Monaco. Rome, puisque Monaco est 3e en Ligue 1, finaliste évidemment de Ligue des Champions. Et là, avec le recul, aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre d'avoir aussi peu de représentants. Je pense à l'équipe de France, on va parler d'eux d'abord. Il y en a un malheureusement qui n'a pas de bol, c'est Ludovic Giuly qui se blesse sur une finale. Mais à côté de ça, je pense au secteur défensif notamment, vont être complètement laissés de côté par le fameux Jacques Santini qui va emmener que Jérôme Roten finalement dans ses bagages. Ouais, il ne reste que Roten, comme tu l'as dit. Giuly aurait certainement été appelé s'il n'y avait pas eu cette fameuse blessure. Donc seul Roten est appelé. Et défensivement, oui, c'est vrai que les JV, Schilacci, ou Rodriguez, faut peut-être pas abuser non plus, mais Evra, oui, évidemment. Mais c'est le choix à l'époque de continuer avec ceux qui sont toujours plus ou moins là, mais qui n'auraient peut-être pas dû y être. Lizarazu, De Sailly, qui étaient des légendes. Mais par contre, l'Euro 2004 fait quand même un petit peu tâche dans leur CV en équipe de France. Voilà. On en parlait quand on a fait le mur des légendes sur Chifo, savoir bien finir dans un club ou même en équipe nationale. Pour le coup, Lizarazu, ça aurait peut-être été mieux d'appeler dès 2004 un Patrice Evra et nous éviter ce terrible but face à la Grèce où Lizarazu est complètement à la rue sur un débordement de je ne sais plus quel joueur grec et forcément la tête de ce bon vieux Charistéas qui les avait portés du début à la fin. Et pour ce qui est des autres pays, oui, Morientes évidemment avec l'Espagne, Plasil avec les Tchèques, Perso avec les Croates. Et en grosse absence, évidemment, les Grecs en 2004 sont champions d'Europe. Zikos était de base un cadre de cette équipe grecque. Et il y a eu énormément de soucis avec le sélectionneur de l'époque. C'est pour ça qu'il ne participe pas à cet Euro. Au final, ça n'a pas porté préjudice à la Grèce. Tout à l'heure, on parlait du Danemark. C'est une surprise en 92. Est-ce que ce n'est pas encore une plus grosse surprise en 2004, les Grecs qui, en plus, battent les Portugais chez eux en finale? Ouais, si je peux en plus compléter 2-3 petites choses, on se rappelle aussi, Giuly pour moi, clairement, c'est sûr qu'il y était, d'une part de son niveau, mais on se rappelle aussi en 2003, il y a la Coupe des Confédérations et Giuly fait partie de la sélection, donc très clairement, voilà, il y allait. Zikos qui s'entendait absolument pas en fait avec le sélectionneur Otto Rehhagel, et ça me fait penser quand même que dans cette Ligue des Champions fabuleuse qu'on a vécue, avec la musique, tout ça, enfin c'était un grand souvenir. On a quand même tapé l'AEK Athènes qui avait pas mal de joueurs de la sélection grecque aussi, justement. Il me semble que c'est peut-être plutôt le milieu de terrain ou de la défense, enfin un milieu de terrain à peu près, qui était quand même une des bonnes bases de cette équipe grecque aussi. Donc on leur a quand même planté Karagounis, Katsouranis. Les deux, c'est ça. Zagorakis. On leur cale un 4-0 au match aller.
Donc du coup, c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant qu'après leur avoir roulé dessus, on est déjà d'une part assez peu de représentants dans cette compétition, comme tu disais Boris, notamment aussi en France, et aussi cette triste non-sélection de Zikos, que moi j'adorais Zikos, donc forcément j'étais très 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 déçu. J'étais aussi très déçu du mondial de Morientes, puisque j'étais tombé amoureux de Morientes évidemment après cette saison, et qui avait réussi son pari quand même, qui était venu un peu à Monaco pour absolument. ça, pour retrouver la sélection, et qui l'a retrouvé un peu in extremis Absolument. pour l'Euro. Absolument, c'était son objectif, et il a objectif atteint. Mais j'ai effectivement, en regardant les matchs de l'Espagne et ceux de Morientes, je n'avais plus retrouvé cette magie que je l'avais vu avoir avec Monaco, et j'avais été quand même un petit peu déçu du coup de Morientes. Roten te dirait, parce que Morientes n'avait plus Roten. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas l'équivalent de Jérôme Roten. Morientes sans Roten, c'est un joueur moyen. Voilà. C'est comme Anthony Modeste. Ouais. Mais en tout cas, voilà, effectivement, et je partage l'avis. Il y a des joueurs qui, c'est le principe de toutes les fins de cycle aussi, hein, avec les joueurs. En tout cas, les grandes équipes, les grandes nations, c'est qu'il y a des tauliers, il y a des cadres qui sont là, et que c'est difficile de les faire partir jusqu'à ce qu'il y ait un moment un peu comme celui qui a été vécu, en tout cas avec 2002 et 2004, qui a provoqué aussi ces départs, parce que là ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus, et c'est souvent comme ça que ça se termine, hein, en général, pour ces équipes qui sont très 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 victorieuses. Un autre malheureux aussi, hein, cet été-là, Damien, sans que ça soit forcément une énorme surprise, c'est Flavio Roma, encore une fois. Les Italiens, de toute façon, qui jouaient à l'étranger à l'époque, et notamment en France, c'était peut-être pas la meilleure exposition. On aurait pu espérer que la Ligue des Champions en soit une, mais... Oui, non, parce qu'à l'époque, l'Italie, c'est quand même ça reste un championnat extrêmement fort, extrêmement relevé. Et puis un petit gardien qui... Ouais. Mais c'est vrai que voilà, l'Italie est un pays qui est assez un peu conservateur aussi, et c'est vrai que très clairement, ils ont du matériau dans leur propre championnat, et ils s'en contentent. Ils n'avaient pas forcément à l'époque besoin d'aller voir ailleurs, et ce qui s'exportait, c'était pas forcément leurs plus grands éléments, parce que voilà, ils avaient suffisamment de grands clubs pour jouer les premiers rôles sur les compétitions continentales, et du coup les grands joueurs se retrouvaient forcément dans ces plus grands clubs aussi, qui étaient le Milan AC, la Juventus, évidemment, voilà. Donc c'est vrai que les expatriés, finalement, on les considérait à peine, et Flavio Roma a été un peu plus considéré sur la suite, où il a quand même confirmé ses bonnes saisons, et c'est surtout en 2006 où là une blessure fait qu'il passe à côté de la sélection, même s'il aurait été 3e gardien seulement, mais il passe à côté de cette sélection-là, alors que l'Italie gagne en plus la Coupe du Monde, donc c'est encore plus triste pour lui, quoi. Du coup, Rome, peut-être que tu vas pas tellement te souvenir de l'Euro 2008. On va en parler de suite. Là, je parlais tout à l'heure de planètes alignées pour 2000. Là, les planètes sont complètement désaxées, puisque Monaco est à la rue, hein. Depuis 2006, grosso modo, ça part pas mal en vrille. L'équipe de France est à la rue aussi, avec le fameux Raymond Domenech. De toute façon, l'équipe de France n'a pas de représentant monégasque cette année-là. De fameuses demandes au mariage, hein, ça quand même. C'est pour ça qu'on se souvient de cet Euro avant tout. Là, on commence à être dans le beaucoup plus intéressant, puisqu'il n'y a que 2 joueurs de l'AS Monaco qui sont appelés. C'est pas des joueurs dont on aime trop se souvenir, et en plus, ils vont pas tellement jouer un rôle majeur. Rome, c'est des joueurs croates. Ouais, puis j'ai envie de dire, en fait, c'est l'Euro croate pour Monaco, parce qu'on a Leko et Pokrivat qui la font, et puis qui seront bientôt monégasques, Simic. Et qui sera, bientôt monégasque, également Dario Simic. Donc c'est vrai que ça en fait 3. Ouais, les 2 joueurs qui sont barrés, hein, par Rakitic, Modric notamment, dont tu as parlé, par aussi Niko Kovac, qui est notre entraîneur aujourd'hui, qui faisait encore partie de cette sélection croate à l'époque. Croatie qui est équipe plutôt séduisante de l'époque, mais là on est vraiment sur 3 joueurs de rotation qui vont jouer que la fameuse 3e journée de poule, qui sert à faire jouer que les coiffeurs. Monaco qui recrute aussi Patrick Muller en sortie de
de 7 euros. Donc ouais, t'es moyennement Que des bons inspiré, choix. Patrick Muller. Que des bons Ouais, choix, qui dis pour donc. le coup lui est joueur cadre avec la Suisse, mais ouais, destin funeste aussi à l'AS Monaco, et ça va pas s'arranger, Damien, parce que on se retrouve 44 ans plus tard, on est en Ligue 2. Toujours les Croates. Ouais, on est en Ligue 2, on vient de descendre depuis un an, on vient grâce au rachat de Dimitri Robles, de faire une deuxième partie de saison honorable, et malgré le fait qu'on soit en Ligue 2, on va quand même envoyer des joueurs à l'Euro, et c'est notamment des joueurs qu'on a pu attirer grâce à Dimitri Robles. Ouais, deux joueurs qui font partie de la légende de l'AS Monaco. Alors, pour le cas de Daniel Subasic, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, puisqu'on en parlera assez sérieusement. Mais à l'époque, Subasic donc, est seulement le remplaçant de Pletikosa, qui est quand même un joueur qui a une très très longue carrière. Il est le numéro 2, il attend patiemment que Pletikosa prenne sa retraite. Et la Croatie est éliminée en poule. Et puis on a Tsavelas, du coup, qui plaisait beaucoup aux supporters pour son engagement, qui se retrouve lui aussi en sélection. Il est sur le banc sur les 2 premiers matchs, mais il débute les 2 suivants, et la Grèce est éliminée en quart de finale par l'Allemagne. Tsavelas qui sévit toujours, hein, on l'a vu en photo il y a quelques jours avec Romelu Lukaku. Et qui a marqué contre la Belgique, justement. Et qui s'est embrouillé avec Lukaku. Voilà, à l'instar d'un Zlatan. Du Tsavelas comme on l'aime. Ok, Daniel Riolo. Ouais, et un Monaco qui repère aussi, peut-être. Ouais, tu l'as dit, hein, Jakob Poulsen, on est effectivement encore sur la mauvaise pioche, hein, puisque Jakob Poulsen peut-être potentiellement faire encore pire que Patrick Muller et Dario Simic. Mais du coup, bon, ces joueurs quand même, notamment Subasic, Tsavelas, qui vont permettre à l'AS Monaco de remonter en Ligue 1. L'AS Monaco va redevenir une équipe phare du championnat, et 4 ans plus tard, Monaco est tout simplement sur le podium de la Ligue 1 en 2016. Monaco est revenu à sa juste place. Donc oui, Subasic qui enchaîne une deuxième participation à l'Euro. Pletikosa a pris sa retraite, donc il est titulaire. Ils sont éliminés en 8e par le Portugal. Alors c'est certainement un match nul, hein, vu que les Portugais ne vont pas gagner un seul match de la compétition. C'est Quaresma qui marque dans la prolongation. Oui, voilà. Enfin, quand je dis match nul, c'est ou prolongation ou tir au but. Mais par contre, là, on a un peu changé notre fusil d'épaule. On n'est plus trop sur les Croates. Bon, évidemment, il y a Subasic, hein, mais par contre, on est bien représenté par les Portugais, puisque Carvalho et Moutinho font 7 euros. Carvalho titulaire en début de compétition, puis il va perdre sa place au profit d'un joueur qui depuis a aussi découvert le championnat de France, José Font. Et Moutinho, un petit peu pareil, va plutôt être titulaire sur le début de la compétition, et ensuite va plutôt passer dans un rôle de joker, de remplaçant à tous les matchs. Mais par contre il joue, parce qu'il est quand même important dans le collectif portugais. Et Damien qui m'écrit des conneries. Non, et c'est donc, Boris. C'est Boris. Et il va rentrer en finale, et il fera cette passe décisive, en tout cas cette passe à Eder sur le but portugais. Donc ça nous fait quand même 2 Portugais, et on peut également penser que Bernardo Silva aurait pu être appelé, ainsi que, alors on s'en rappelle un petit peu moins, mais Fabio Coentrao également, qui lui était déjà emmerdé depuis de bon nombre de saisons avec des blessures, et donc on aurait pu potentiellement avoir quand même 4 Portugais avec l'alcool aussi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on avait une énorme colonie portugaise, hein. On avait aussi Cavaleiro et Elder Costa. Bon, eux, je pense pas qu'ils aient vraiment été envisagés. Oui, mais avec Gilles Dias, il était déjà là aussi, Gilles Dias. C'est trop. On en avait beaucoup, et pour le coup, tout à l'heure, je sais plus de qui on parlait, qu'on avait plus ou moins repéré à l'Euro, mais il y en a un qui va être très bon lors de cet Euro, et qu'on savait qu'il allait signer chez nous, c'est Kamil Glik. Ils perdent en quart de finale contre le Portugal, et donc voilà, un joueur qui arrivera quelques semaines plus tard chez nous, et qui fera cette première saison dont on se rappelle, et les suivantes dont on se rappelle aussi. Et par contre, Damien, pas un seul représentant en équipe de France cette fois. Monaco qui est vraiment une équipe très tournée sur l'international.
Bah Qui a oui, parce quelques que joueurs français, mais c'est vrai que j'ai même pas réussi à en trouver un que je bah, il y pourrais a mettre dans les absents notables en fait. bah, il y a Toulalan Ouais. qui refuse en fait de retourner en équipe de France après l'épisode de Nice Na en 2010. Donc voilà, Je vais laisser le communiquer. ouais, c'est l'FC avocat. Mais oui, c'est vrai que c'est le seul, je pense, qui pouvait y prétendre y retourner. Enfin, encore, j'ai pas l'équipe de France de Ah, 2016 le en Mar, c'est quand tête. même hyper juste. Ouais, non, je vois vraiment Ouais, pas. Le Mar est sur sa première saison où il fait quand même des bonnes choses, mais c'est vrai que par rapport à un Bernardo Silva, par exemple, il est un peu en retard, on va dire, dans les temps de passage. Bernardo Et Silva est Mar et déjà. Bakayoko quoi, sont déjà au club, mais c'est vraiment l'année d'après qu'ils vont exploser. Oui. Donc voilà, je pense que en tout cas en termes de joueurs français, le plus proche potentiellement, c'était un Jérémy Toulalan qu'on sentait déjà qui commençait à fatiguer, puisque d'ailleurs la preuve, on décide de le laisser partir la saison pour la saison à venir. Donc voilà, il commençait lui aussi un petit peu à tirer la langue, mais c'est vrai que sinon c'était quelqu'un qui avait par fierté, on va dire, refusé de retourner en équipe de France pour voilà, estimant qu'il avait un peu fait un peu porter un peu l'œil le déshonneur sur le maillot à l'époque. Et du coup, Carvalho et Moutinho qui portent à 10 le total de joueurs champions d'Europe en tant que joueurs de l'AS Monaco, ce qui est bon, total plutôt honorable sur 4 éditions séparées, du coup, 7 avec la France, 1 avec le Danemark et 2 avec le Portugal. Est-ce que ce total va monter cet été? On va le voir, hein. On a 3 options, on a 3 joueurs sélectionnés. Monaco, c'est un peu, ça se ressemble hein, finalement. On a fini aussi 3e de Ligue 1 cette année. On envoie 3 joueurs. Cette fois, il y en a un avec l'équipe de France. Rome, c'est Wissam Ben Yedder. À quoi on peut s'attendre pour Wissam? On n'est pas forcément très optimiste sur son temps de jeu. Bah voilà, collectivement, c'est jamais fait, hein. En 2002, je me rappelle, on était très optimiste aussi. Après, bon, Pires et Zidane s'étaient pétés. Donc si demain Mbappé et Griezmann se pètent, ça sera un peu l'équivalent de Zidane et Pires de 2002. Mais on peut jamais savoir comment va se passer une compétition. A priori, elle devrait bien se passer pour Ben Yedder, collectivement. Maintenant, individuellement, euh, Benzema est revenu, donc compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Est-ce que ça sera Giroud la première doublure de Benzema ou est-ce que Ben Yedder aura un petit peu sa chance? J'ai un petit peu de mal à y croire. Je pense vraiment que le choix premier de Deschamps sera déjà de ne pas sortir Benzema. Et au pire, s'il le fait, ça sera pour un Olivier Giroud et non pas pour un Wissam Ben Yedder. Ouais, En, voir en- peut-être un Mbappé qui pourrait jouer en pointe aussi sur certaines configurations, ça m'étonnerait qu'à moitié, hein. En réalité, disons-le très clairement, on est déjà content de le voir dans le groupe en fait, parce Ouais, ça que fait plaisir pour lui. voilà, en fait, mais surtout au vu de ce qui circulait sur la liste qui était sortie là, et du retour de Benzema, enfin tout Twitter était en émoi et on se disait qu'en fait c'était Ben Yedder qui allait faire les frais du retour de Benzema. Donc en fait, au final, le fait qu'il soit cette année 26 dans le groupe a peut-être aussi sauvé Ben Yedder. Mais donc déjà, je pense Je que sais c'est pas. Je sais pas. peut-être pas, mais en tout cas, Je suis déjà pas en termes convaincu de. qu'il fasse partie des trois. Je pense que Marcus Thuram y est plus que lui déjà. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait le Oui, même poste, mais mm, bon, voilà. peut-être, Attaque. mais c'est vrai que voilà, je pense qu'en tout cas, on était à la vue de la liste officielle, on était presque tous soulagés pour lui. En plus, surtout que la liste intervenait avant la finale, donc C'est voilà. vrai que ça lui a permis de faire une bonne finale le Ouais. lendemain, oui, c'est vrai. À On a Hollande vu, aussi. Hein. on a vu la Ouais, ouais, ouais. différence. Putain. Ouais. Mais donc voilà, c'est vrai je pense que le fait de le voir, on est déjà content. Maintenant, je pense qu'il faut pas attendre grand-chose pour lui sur cette compétition, je pense. Une blessure, Un ouais, autre, c'est ce que j'ai mis dans le titre autour de Ben Yedder pour jamais 203. On a eu Bellone, on a eu Trezeguet, et pourquoi pas Ben Yedder qui rentre à la surprise générale en finale parce que Giroud s'est fait mal et donc ne peut pas rentrer. Et, ou c'est parce lui qui qu'il y a déjà 3-0. Du coup, un autre joueur qui est dans une équipe quand même relativement favorite pour cet Euro, en tout cas un des gros outsiders d'Amiens, c'est son compère de l'attaque, Kevin Volland. Là aussi, vraie surprise par rapport au fait qu'il est appelé complètement de dernière minute.
Par contre, nous, on est contents et c'est plutôt mérité par rapport à sa saison à Monaco. Oui, clairement, et c'est vrai que c'est un joueur qui n'avait pas retrouvé la Mannschaft depuis un certain nombre d'années. Je ne sais plus exactement, ça doit faire quoi, 4 ans, 3-4 ans peut-être, il me semble, qu'il avait plus 5 ans, je crois. 5 ans, qu'il avait plus porté le maillot de l'Allemagne. Et c'est vrai que bah, il était presque un petit peu en mode bon bah moi je vais faire mon petit bonhomme de chemin avec les clubs et puis si jamais il y a une bonne surprise, voilà. Mais on sentait presque que finalement la sélection c'était plus un objectif prioritaire dans sa progression. C'était presque plus du bonus en sorte pour lui. Et clairement, bah, voilà, en changeant un peu d'air, en faisant une saison vraiment pleine avec l'AS Monaco, il a attiré de nouveau l'œil de Joachim Löw. Du coup, bah voilà, il va donc jouer 7 euros. En tout cas, il va y participer. Est-ce qu'il jouera? Ça sera difficile à dire. Et il va se retrouver donc forcément dans ce groupe très très compliqué avec la France, le Portugal et puis la Hongrie. Je pense qu'il a plus de chances de jouer que Ben Yedder parce que pour le coup, les Allemands, leur point faible théorique, hein, c'est l'attaque. Ils n'ont plus vraiment de vrai numéro 9. Là, ils sont en train de parler de partir avec Thomas Müller en 9 ou Gnabry. En Gnabry, déjà, c'est déjà un peu plus le profil 9, mais en France, on sait, devant, comme tu l'as dit, on était content qu'il y soit parce qu'on est peut-être 26, parce que Martial s'est blessé. Donc on a un contingent d'attaquants qui est absolument dingue. Les Allemands, pour le coup, ça fait. Enfin, depuis Klose, c'est compliqué, vraiment au poste de numéro 9. Hein, parce que le Et reste. c'est vrai qu'à la manière d'un Klose qui était un joueur très très fort devant le but, hein, très très réaliste, Kevin Volland, il est un peu aussi dans cette même veine, capacité à marquer selon différentes positions assez développées. Donc sur le papier, ouais, il a un vrai coup à jouer en tant que finisseur sur cette compétition. Je pense. J'espère pour lui. Et du coup, le dernier membre de l'escouade monégasque, lui, pour le coup, c'est vraiment une évidence dans son équipe. C'est probablement la star de son équipe. C'est pas forcément le cas chez nous, mais c'est la star là-bas. Rome, c'est Alexandre Golovin qui, c'est un peu c'est le tsar là-bas. C'est un peu déjà une compétition internationale qui lui avait permis d'exploser, de se faire repérer. C'est la Coupe du Monde 2018. On lui souhaite de retrouver un statut de star avec la Russie et de répéter ça. Ouais, surtout que les Russes ont fait une très bonne Coupe du Monde. C'est vrai que c'était chez eux, donc ça apporte toujours un petit surplus. Il s'est quand même passé 3 saisons. Arbitrage maison. Ouais, et puis une grosse réussite aussi, c'est face à l'Espagne, hein, qui s'en sort un peu miraculeusement sur l'ensemble de la rencontre et passe au tir au but, je crois. Oui, je crois que c'est au pénalty que ça se décide. Là, ils sont dans une poule qui est pour le coup un peu plus ouverte. Alors les Belges semblent évidemment intouchables là-dedans, mais ensuite Finlande et Danemark. Alors après, la Finlande, ça paraît quand même un bon ton en dessous. Donc avec le nouveau système depuis l'Euro 2016 de ces 4 meilleurs troisièmes sur 6 qui passent, oui, on peut espérer pour Golovin, enfin lui en tout cas peut espérer à minima rallier les huitièmes de finale et pourquoi pas l'écart. J'allais dire, parmi ceux qui n'ont pas été pris, on avait parlé un petit peu de Sidibé aussi. Lui, à moitié par défaut, mais qui pour moi n'aurait pas volé sa place forcément quand je vois certains noms qui sont dans cette équipe. On peut penser à Tchouaméni, le reste des joueurs semblait quand même assez loin. Hein. Que ce soit un Aguilar qui avait une sélection, mais qui depuis n'a pas du tout répété, un Gelson qui est très loin quand même de l'équipe du Portugal depuis qu'il est chez nous. Le Comte, j'en parle même pas. Oui, c'est vrai que j'ai oublié le Portugal comme très grosse équipe. Oui, c'est vrai que il y a également eux. Mais oui, Sidibé, ouais, on en avait parlé quand on a fait la semaine dernière, hein, Boris, le Club Monégu bilan. On est globalement tous satisfaits de sa saison. Et puis, on a tous aussi conscience que l'équipe de France est une très grosse équipe, mais qu'à ce poste de latéral droit, c'est un peu plus faible. Pavard, après, je l'avais pas forcément vu venir, le fait que ça pouvait être Koundé. Parce que Léo Dubois, c'est juste pas possible, en fait. Pour le coup, lui n'a absolument rien à foutre en équipe de France. C'est pas que parce qu'il est lyonnais. Ça l'est un petit peu, mais c'est pas que pour ça. Donc ouais, il aurait pu y être, mais c'est vrai que je n'avais pas anticipé le fait que Koundé pouvait être mis à ce poste-là. Donc visiblement, Pavard a encore sa chance aux jeux de Deschamps. Il a joué les 2 matchs de préparation. Il va certainement débuter face à l'Allemagne, mais Koundé a une vraie carte à jouer. Je pense d'ailleurs que c'est le
le seul poste du 11 avec le choix Rabiot-Tolisso, qui pose peut-être encore un peu question dans la tête de Deschamps. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé que Sidibé puisse faire partie de cette aventure. Champion du monde, hein, on le rappelle quand même, hein. Alors, sans jouer, mais champion du monde, quand même. Ouais, et puis c'est vrai que Tchouaméni, bon, quand on voit que Sissoko, pour ne pas le nommer, a été appelé, on peut toujours avoir une petite pensée pour Aurélien Tchouaméni. Et bien messieurs, on a fait le tour. Je vais vous demander juste pour finir un petit pronostic quand même. On va se mouiller. Ça comptera pas, hein, dans les émissions prono de la saison prochaine. Mais quand même un petit pronostic. Damien, je sais que tu ne vas pas suivre cet Euro, mais est-ce que tu as quand même un pronostic? Est-ce que tu as un feeling sur un vainqueur de cet Euro? Bah écoute, l'équipe de France, championne du monde en titre, c'est vrai qu'en termes d'effectifs, c'est quand même très très solide. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le favori de cette compétition. Après, Pas une impression. ouais, après, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire un peu comme un 2002, tu vois, Il y a toujours un risque. Ça, on est bien d'accord. de se voir trop beau et de se vautrer en beauté, très français, ça, ce genre de choses. Donc c'est pas à exclure. Après, ouais, je dirais la France. Sinon, pourquoi pas l'Allemagne? C'est une équipe que j'aime toujours, que j'ai toujours appréciée au demeurant, et qui, en général, toujours assez forte, hein, dans les compétitions. Donc voilà. Ouais, sauf qu'il y a. Parce Maintenant, que tu disais c'est très français. Non, c'est pas très français, c'est tous les pays, hein. L'Espagne, ils ont tout gagné. Derrière, ça a été très très compliqué. Il y a eu des éliminations en poule aussi pour l'Espagne. On rappelle que l'Italie ne s'est pas qualifiée à la dernière Coupe du Monde. On rappelle que l'Allemagne, championne du monde en titre, n'est pas sortie des poules de la dernière Coupe du Monde. Donc non, ce n'est pas que français. Par contre, c'est le fait de groupes vieillissants. Et pour le coup, c'est pas le cas de l'équipe de France. Et c'est pour ça que moi, je continue et je les pense vraiment largement favoris. Après, est-ce qu'ils seront champions d'Europe? Bah non, ça tu peux pas. Tout ne se fait pas sur le papier. Tu sais pas comment se passaient les matchs. Une Allez, on se mouille. une expulsion, bien sûr. Non, mais dans tous les cas, pour moi, je reste sur l'équipe de France. Ça serait une déception que l'équipe de France ne soit pas championne d'Europe avec un tel effectif. On a la meilleure attaque même du monde, et pour moi, ça fait absolument pas de débat. On a le meilleur milieu de terrain au monde également. Pour parler d'N'Golo Kanté, on a une défense assez solide. On a un gardien qui est top 5 des gardiens. Donc, et puis on a la chatte à Dédé, quoi. Donc oui, je nous vois évidemment champion d'Europe. Et si c'est pas nous, moi je mets pas une pièce sur l'Allemagne. Pour le coup, ils ont pas fait encore assez tourner. Je trouve qu'ils sont. Et puis en plus, ils jouent extrêmement mal pour le coup, les Allemands en ce moment. Donc les Allemands seront certainement plus ou moins là comme toujours, sauf la dernière fois évidemment. Mais en gros, outsider, pour moi, ça sera les Belges. Parce que les Belges, au bout d'un moment, ils vont bien finir par remporter un truc, merde. Après, ils viennent de perdre De Bruyne, alors. Ouais, moi c'est vrai que je suis pas trop inquiet sur ce que disait Damien, de par le fait qu'il y a des champs derrière en fait, et que du coup ce côté, cette espèce de décompression, de surconfiance, je la vois pas venir avec lui. Je pense que lui saura empêcher ça. Donc je vais pas être original, je vais aussi plutôt mettre la France. S'il fallait mettre un gros outsider, j'irais peut-être le Portugal. J'ai toujours envie de miser sur une équipe plutôt défensive dans ce genre de configuration. Et c'est souvent les équipes bien compactes, bien en place, avec un ou deux talents devant pour faire basculer les matchs aussi. Si ça sort pas par le haut, ça sort souvent par le bas, dans une équipe de ce genre-là. Donc en plus, ils ont une génération plutôt talentueuse aussi. Donc voilà, pourquoi pas le back-to-back pour nos amis portugais. Voilà, messieurs, on a fait un tour assez complet. Il me reste à vous souhaiter un bon Euro à tous, sauf à Damien, évidemment. Damien, on te souhaite de passer de bonnes soirées. Je vais retourner dans ma grotte préparer les futurs murs des légendes. Là, tu peux aller te balader en ville, tu seras tranquille même, hein, tant que tu évites les bars, a priori. Tu peux aller au cinéma, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Prépare les nouveaux visuels plutôt, voilà, c'est bien ça. Voilà. C'est un peu pour Radio Diagonale. Voilà, un excellent Euro à tous. Les émissions, ça va continuer. De notre côté, on va se préparer tranquillement un petit Fantasy Mercato, probablement la semaine prochaine, peut-être la suivante. On va voir, on va essayer de trouver un soir où il y a des matchs un peu moins intéressants. Si on pouvait nous mettre une petite Macédoine contre l'Autriche, ça pourrait être intéressant. Voilà, si on peut nous programmer ça. Damien et Rome, merci beaucoup de m'avoir accompagné. À bientôt et Dagé Mounegou. Et bisous.